Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue au journal du Réfifi à la commune d'arrondissement de Douala 3e. Les employés sont mécontents et revendiquent entre autres le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. L'exécutif communal reste indifférent. Retour sur les images du mouvement d'humeur de ce jour à la commune de Douala 3e dans la première partie de ce journal et en débat. Dans la seconde manche de cette édition, le malaise dans les mairies de la ville de Douala. Tout sur Miboman, c'est le dossier de ce 20h au cœur de ce quartier de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où des corps de jeunes filles sont retrouvés depuis plusieurs semaines sans vie. Ce sera à travers des reportages exclusifs dans la première partie de ce journal. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, monsieur, merci de nous retrouver une fois de plus sur le 20h à l'ouverture de la première partie de ce journal. Comme annoncé en titre, notre dossier consacré à Miboman, un quartier de la ville de Yaoundé où il règne une insécurité criarde depuis plusieurs semaines. Des corps sans vie de jeunes filles y sont retrouvés. Le ministre camerounais de la communication a fait une sortie hier au cours d'un point de presse donné à Yaoundé. Issa Chiroma Bakari a indiqué qu'une vingtaine de suspects est aux arrêts et désormais leur exploitation va permettre de démanteler ce réseau qui sème la psychose et la panique à Miboman. Marcelin Gangsop. Une vingtaine de personnes interpellées par la police et la gendarmerie. De forts soupçons pèsent sur ces personnes comme ayant joué un rôle majeur dans la vague de crimes spectaculaires commis dans les quartiers Nkomo, Biten et Miboman, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Les personnes interpellées sont de nationalité camerounaise et étrangère et nous ne pouvons pas encore vous révéler leur identité, mais sachez toutefois que nombre d'entre elles sont passées aux aveux complets et ont décrit avec force détail la manière dont les crimes ont été organisés et exécutés. D'ailleurs, les objets appartenant aux victimes ont été retrouvés en leur possession. Si le gouvernement reconnaît enfin la réalité de ces crimes rituels, il conteste par contre le chiffre d'une douzaine de victimes avancé jusqu'ici. Il ressort plutôt des investigations menées par les services d'enquête compétents que 7 jeunes filles victimes ont été recensées, dont 4 ont été formellement identifiés, les 3 autres n'ayant pu l'être du fait de l'état de putréfaction avancé des corps de 2 d'entre elles et de l'abandon des restes de la 3e qui se trouve en ce moment à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Les victimes des actes commis entre le 2 décembre 2012 et le 10 janvier 2013 sont âgées entre 15 et 30 ans. Elles sont toutes de sexe féminin et ont dans la plupart des cas été amputées d'une ou de plusieurs parties de leur corps. Et au cours de ce point de presse donné à Yaoundé hier, le ministre camerounais de la communication a annoncé une série de mesures pour endiguer l'insécurité au quartier Miboman. Je vous propose cette fois-ci d'écouter Issa Chiroma Bakari au micro d'Equinox Télévision. Cette situation a provoqué une grande psychose au sein des populations, entraînant des rumeurs folles et des commentaires de tous ordres. Face à cet état de choses et sur très haute instruction du président de la République, chef de l'État, les forces de maintien de l'ordre ont pris un certain nombre de mesures concertées pour endiguer le fléau et rassurer nos populations. Ces mesures sont pour l'essentiel les suivantes. Le renforcement de la surveillance et du contrôle dans les zones criminogènes. L'institution d'unités spécialisées de sécurité, l'accentuation des mesures de renseignement. Les enquêtes se poursuivent activement et nous serons en mesure, dans les prochains jours, de vous donner plus de détails sur les résultats auxquels seront parvenus nos vaillantes forces de sécurité.
Malgré tout, la sortie du ministre camerounais de la communication ne rassure toujours pas les populations du quartier Mimboman. Les habitants de ce quartier se posent la question de savoir où sont passées les premières mesures de sécurité annoncées il y a plusieurs années. Yannick Mbazoua. Le renforcement de la surveillance et du contrôle dans les zones criminogènes, l'institution d'unités spécialisées de sécurité, l'accentuation des mesures de renseignement. Ces mesures prises par les pouvoirs publics et communiquées par le ministre de la Communication dans l'optique de mettre un terme à l'insécurité grandissante qui a fait son lit au quartier Mimboman ne rassurent pas les populations, toujours sous l'emprise de la psychose. Non, je ne suis pas rassurée parce que depuis 2 ans que notre pont est endommagé, on a eu plusieurs déclarations de ce genre. C'est le jour qu'on verra vraiment les travaux commencer, qu'on va peut-être être rassuré qu'effectivement, nous pouvons être en sécurité. Non, ça ne peut pas nous rassurer. Non, c'est pas la bonne. Qu'on ne nous trompe pas. La route, on n'a pas. La lumière, on n'a pas. L'eau, on n'a pas. C'est pas la sécurité que le ministre nous promet qu'il va réaliser. Pour ces populations, trop de promesses tuent les promesses. En 84, on avait promis goudronner la route. Et en 92 aussi, c'est l'Union européenne même qui faisait la topographie. Maintenant, on attend que les travaux commencent. Non, nous sommes au Cameroun, on a toujours promis des promesses fallacieuses aux Camerounais, tout ça, ça n'a rien changé. Loin de la fleur rose d'un amoureux à son amant, toutes ces séries de descentes et de promesses des pouvoirs publics, depuis le début des crimes crapuleux de Mimboman, semblent donc être pour les importunés de la musique aux oreilles d'un fauve. Voilà le pont, si ça fait 3 ans. C'est la 4e année, on ne peut plus. Qu'est-ce qui peut favoriser autant d'insécurité à Mimboman? Les populations indexent l'absence d'infrastructures de base, pas d'eau potable, encore moins d'éclairage public. Le quotidien des habitants de Mimboman n'est pas un long fleuve tranquille. Les multiples plaintes des populations sont restées jusqu'ici lettres mortes. Reportage. À peine sommes-nous arrivés à Mimboman, lieu dit Fondation et Somba, que les plaintes ont commencé à fuser de partout. Mais le code de la sécurité. Dans ce quartier de l'arrondissement de Yaoundé 4e, l'eau ne coule pas de source et l'électricité ne brille pas toujours. Il n'y a pas l'eau à Mimboman. Et vous faites comment? On tire l'eau dans les puits. C'est pas facile. Les gens qui ont les puits nous vendent de l'eau. En dehors des puits, on attend le mercredi si la Cameroun vient livrer l'eau. Et on bagarre même pour avoir de l'eau. On cherche les sources, on a quelques sources dans les environs. C'est Dieu qui nous garde. Si Dieu n'était pas avec nous, vraiment, c'est tous morts. Les sacrifices du chef de bloc et de ses administrés ne suffisent pas toujours à alléger un quotidien qui n'est pas du tout facile. On nous appelle moment de poussière. Ça veut dire que tu t'habilles, tu ne peux pas arriver au terminus. Il fallait que tu marches avec 2 tenues pour pouvoir t'échanger. On nous envoie un nouveau sous-préfet. À chaque fois, nous demandons, nous portons nos doléances auprès de l'administrateur. L'éclairage public, il n'y en a pas. Il y a l'obscurité partout. En ce qui concerne l'eau, ça fait depuis peut-être 4 ans, 4e année, qu'il n'y a pas l'eau ici. Que ce soit à Mimboman, Fondation et Somba, Mimboman Village ou à Mimboman Château, la vie au quotidien est un concentré de frustration. Les populations n'ayant pas toujours accès à toutes les commodités dont elles ont besoin pour vivre. C'est quasiment la mort dans l'âme que les populations de Mimboman appellent les pouvoirs publics au secours en espérant que le cri de détresse sera enfin entendu. Ici Sal John, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci Marcelin Gangsop, et notons qu'en fait d'insécurité, Mimboman n'est pas un cas exclusif. L'insécurité est la chose la mieux partagée dans les villes du Cameroun. C'est notamment le cas à Bamenda, dans la région du nord-ouest du pays, où le corps sans vie d'une femme du 3e âge a été retrouvé baignant dans une mare de sang il y a moins de 48 heures. Ces bourreaux, à l'aide d'une pierre, ont ouvert le crâne de la victime. Des détails dans ce reportage signé Edmond Gini et Vincent Bika. Les cris de détresse poussés par le voisinage ont alerté les populations des carrosseries de Bamenda. Le calme plat qui régnait dans ce quartier du centre urbain
a été rompu à la suite de cette découverte macabre. Et pourtant, il ne se fait plus de doute, celle que l'on appelait Mamie Angela, 90 ans sonnés, est bel et bien passée de vie à trépas. Tout laisse penser que l'infortuné a reçu des mains de l'ombre cette charge sur la tête. C'est une maman qui au quartier, elle n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Elle n'a jamais juré quelqu'un. Elle est là toujours avec nous. Si elle manque quelque chose, elle demande, on la donne. Elle marche, elle ramasse les bois pour venir faire le feu, préparer sa nourriture. Elle est l'amie de ma mère. Elle est souvent chez nous avec ma mater. Donc, je ne sais pas, donc, ça m'a dépassé. Je l'ai vue autour de 19h hier. Il était bien loin de réaliser un seul instant que c'était la dernière image en vie de cette personne du 3e âge. Elle vivait seule, son fils vit derrière la maison ici, il a sa concession derrière là. Mais autour de sa maison ici, elle est seule parce qu'il y a les locataires qui viennent, on fait le business ici, ben après le soir ils rentrent. Les populations consternées n'ont qu'une seule préoccupation sur le bout des lèvres. Qui a pu ôter la vie à cette grand-mère et pourquoi? L'enquête ouverte par les forces de l'ordre leur en dira certainement davantage. Lui, il tire son épingle du jeu, il résiste aux griffes et aux crocs du lion. Oumaro Sanda a été attaqué par le fauve qu'il venait de nourrir au parc zoologique de Vogbeti, c'est à Yaoundé. Interné au centre hospitalier universitaire de la capitale politique du Cameroun, ces jours ne sont pour autant pas comptés. Reportage. Voici le fauve par lequel le pire a failli arriver. Ce jeudi, il était imperturbable dans sa cage, alors que 24 heures plus tôt, il était sur le point de tuer son maître. Oui, Oumaro Sanda revient de très loin après le combat qu'il a opposé à l'un des lions gardés au parc zoologique de Vogbeti. On les a servi le repas. Le dortoir, donc, comme d'habitude, quand on les sert de repas, ils sont dans les dortoirs en train de manger. Le toit est fermé. On a maintenant accès à l'enclos pour retirer les excréments et soit pour changer de l'eau dans les bacs. Et c'est ainsi donc que, comme d'habitude, je me suis donc retrouvé là pour cela. Je vous assure que je ne sais pas comment ça s'est passé. Soit il a poussé, il a réussi à pousser, je ne sais pas, il m'a retrouvé à l'enclos. C'est ainsi donc qu'il a chargé sur moi. Au fur et à mesure qu'il m'a mordu, j'ai reculé, bien sûr, avec les fessiers. On s'est donc retrouvé à l'extérieur de l'enclos. Pensant qu'il devait me lâcher, il est sorti de l'enclos, il a chargé. Et il fallait tout faire pour qu'il ne sorte pas hors de là. C'était la catastrophe avec les visiteurs dans le zoo. Donc il fallait vraiment se sacrifier comme ça. Plus de peur que de mal. Les jours d'Oumaro Sanda ne sont pas en danger, même s'il gardera à jamais les séquelles de l'opposition avec l'animal. Il y avait donc un collègue qui était à côté, il est donc resté à distance, il lançait des jeux de pierre en criant. Ça a donc troublé un peu l'animal qui s'est levé, l'observer. C'est ainsi que j'ai pu glisser. Et on a eu la chance pour presque 3 choses. À savoir, premièrement, il vient de manger. De 2, ils n'ont pas eu de fracture. C'est des morsures vraiment profondes. Et de 3, j'ai réussi à le bloquer à l'intérieur. Au quartier Vogbeti et au centre hospitalier universitaire où il est interné, l'histoire d'Oumaro Sanda n'a pas cessé de défrayer la chronique. Le miraculé, comme on l'appelle, vit avec un brin de sourire l'accident de travail qui s'est produit mercredi. Voilà un peu plus d'attention et de vigilance. Comme annoncé en titre, ça brûle à la commune d'arrondissement de Douala 3e, où le personnel revendique entre autres le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Il a observé un arrêt de travail depuis ce matin dans l'indifférence de l'exécutif communal. Dani Warens 2 et Flavien Valondongo. L'ambiance était tendue très tôt ce jeudi, dès les premières heures de la matinée, à la mairie de Douala 3e. Les employés de cette institution ont assiégé les lieux pour revendiquer leurs droits. Nous sommes là 3 mois sans salaire. Il y a trop d'intimidation. Nous avons passé les fêtes comme ça. On fait sortir des gens des maisons. Nos enfants sont dehors pour la pension. Le salaire de janvier n'est même pas encore monté. Pour 2 millions seulement. Et cette situation dure depuis 10 ans. Pancarte en main, indiquant ainsi les mauvais actes dont ils sont victimes depuis des mois. Allez à la délégation régionale du travail, vous allez trouver le registre de la mairie de la 3e, où nous avions négocié et monsieur le maire a signé qu'il ne pourra plus jamais dans ces pièges. Et voilà aujourd'hui. Le protocole d'accord a été signé entre les mairies du Cameroun, la CNPS, le MINAT et le FECOM.
Le mouvement d'humeur qui aboutit à cet arrêt de travail est l'issue d'une négociation qui date depuis des lustres et dont le système reste jusqu'ici inchangé. Depuis le début de cette grève, le maire et ses adjoints restent insensibles aux revendications. Monsieur le maire n'est pas en train de nous répondre, puisque nous l'avions appelé. Hier, il a appelé le secrétaire général en lui demandant d'appeler le syndicat. Le secrétaire général nous a appelé, il nous a demandé qu'à 13 h, on devait négocier. Alors, depuis le matin, nous l'appelons pour lui demander est-ce qu'il peut pousser ça à 14 h. La descente du sous-préfet sur le site a permis d'apaiser la tension des manifestants. Njoya Zakariaou a par ailleurs annoncé qu'une rencontre tripartite est prévue pour lundi prochain. Lorsque nous quittions les lieux, les employés semblaient d'accord pour la suspension provisoire de la grève en attendant de voir clair sur leur situation. Le mouvement d'humeur observé ce jeudi à la commune d'arrondissement de Douala 3e rappelle en effet le malaise général qui existe dans la plupart des communes d'arrondissement dans le département du Vouri. Nos reporters ont fait le tour de quelques mairies. Voici leur compte rendu. Selon des observateurs, la plupart des mairies de la capitale économique sont gérées par des individus qui ont pour souci principal l'argent. Tant pis si les conditions de vie sont mauvaises pour le personnel que pour la structure. L'insalubrité, tu ne peux pas quelque part où tu n'as même pas de toilettes parce qu'il manque l'eau. On nous a coupé l'eau. Et il n'y a pas de profil de carrière. Tous les messages qui sont là sur les pancartes, nous vivons ça. Tout le temps, on a des salaires de 50 jours, ou plutôt des salaires de 60 jours. Si la situation est moins réalisante à la mairie de Douala 3e, qui parle en termes de milliards de francs CFA, il n'en est pas moins pour la commune de Douala 2e, qui traîne toujours les cicatrices d'une affaire d'augmentation de salaire que revendique le personnel et dont les multiples plaintes ne semblent rien dire au maire. Jusqu'aujourd'hui, ce qui n'est pas fait. Le maire dit qu'il faut attendre son opposition, que ça soit de retour. On est toujours en train d'attendre. Nous demandons si l'attitude reste la même. On ne sait pas, ça dépend de Madame le maire. Elle ne nous dit rien. Elle dit qu'il faut que nous parlions des recours par le voie de justice. À Douala 5e, c'est plutôt Françoise Foning qui n'est pas en odeur de sainteté avec certains de ses adjoints au sujet de la gestion des fonds de la commune à ses fins personnelles. Ces cas et bien d'autres reflètent d'ailleurs le climat qui règne dans les communes d'arrondissement de la ville de Douala. Les conducteurs de mototaxis dans la ville de Douala non plus ne sont contents. La hausse du tarif de l'impôt libératoire dû à leur activité ne les arrange pas du tout. L'impôt libératoire est passé de 10 500 francs CFA à 40 000 francs CFA par an selon la loi de finances 2013. Les détails dans ce reportage signé Étienne Pascal Azegué. D'après la classification des activités soumises à l'impôt libératoire, le transport de personnes par cyclomoteur, communément appelé mototaxi, est logé dans la catégorie B. La loi des finances 2013 dispose à cet effet que l'impôt libératoire dans cette catégorie passe de 10 500 francs à 40 000 francs par an. Une disposition que les principaux concernés ignorent plusieurs semaines après l'adoption de la dite loi de finances. C'est maintenant que mais comme informe, nous ne sommes pas encore courants. Nous ne sommes pas encore courants. Mais si c'était le cas, c'est que le maire nous a déjà convoqués pour nous faire comprendre ça. C'est en se rendant auprès des services de recettes municipales que la plupart de ces conducteurs de mototaxi ont été mis devant les faits accomplis. Ils doivent désormais payer 10 000 francs par trimestre au lieu de 3 000 comme d'habitude. Il s'agit là d'une note très salée pour le petit contribuable. Que la vie devient de plus en plus chère. Et ce n'est pas moi seul qui le dis, nous le constatons. Donc en fait, limiter à ce prix de 10 500 serait souhaitable. Ça, c'est vraiment marrant, hein? Parce qu'on ne sait pas comment on peut quadrupler le prix des impôts sans toutefois nous rendre compte. 40 000 francs, c'est assez trop pour nous, puisqu'un déjà, un travaille dans les sous-quartiers. Les conducteurs de mototaxi se plaignent de n'avoir pas été assez sensibilisés sur la nouvelle disposition. Même si la loi de finances demande, n'est-ce pas, une certaine formule, mais il revient, n'est-ce pas, au guichet des impôts et puis des mairies à faire une sensibilisation parce que nous sommes des contribuables. À titre de rappel, l'impôt libératoire est une taxe qui libère le contribuable de tout autre impôt. Il est essentiellement destiné à ceux qui évoluent dans un secteur non réglementé.
Et le badge d'identification se fait de plus en plus rare dans les taxis. Et si les taximens y accordent très peu d'importance, les syndicalistes, quant à eux, accusent la multiplicité des syndicats à l'origine de la cacophonie. Entre-temps, l'insécurité continue de prospérer à bord des taxis. Pierre Laverdure-Rombang. Qu'ils soient d'Akwa, de Newbel, de Bonanjo ou de Ndokoti, les chauffeurs de taxi qui vont de ce coin vers d'autres de la ville de Douala circulent sans inquiétude. Et pourtant, tous ou presque manquent de badge d'identification. Ça ne m'inquiète pas. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça doit m'inquiéter quand bon, vous avez permis capacité et tout. Mon badge a été pris par la police, ça fait plus de 6 mois aujourd'hui. Si la plupart ne trouvent pas utile de disposer d'un badge d'identification, d'autres pourtant y accordent une importance certaine. Puisque le badge possède à un moment donné le numéro de la carte d'identité, le numéro du permis de conduire et le numéro de la capacité. Ça c'est bien. Et des deux, ça permet aussi aux passagers qui rentrent dans le véhicule d'identifier qui est le taximan. Le constat est clair, la démotivation a envahi le secteur et les syndicalistes là reconnaissent leur part de responsabilité. Les taximens ne veulent plus faire de badge pour la simple raison que ceux qui ont des pièces n'arrivent pas à travailler. Leur part de travail est phagocytée par des personnes qui n'ont aucun titre de pouvoir conduire le taxi, vous comprenez. Ce sont les syndicats qui sont agréés à les établir, qui ont foutu le désordre dans cette affaire-là. Et les usagers, qu'en pensent-ils? Si leur souci premier est de regagner leur domicile, ils ne sont pas, et ils le savent, à l'abri du danger. Si c'est dans la nuit, je ne peux pas prendre une voiture qui n'a pas la couleur jaune. Même quand vous prenez une voiture dans la nuit qui a la couleur jaune, on vous agresse. Donc il n'y a pas la sécurité. Ou dans le taxi, même dans les voitures qui n'ont pas la couleur jaune. Les responsabilités restent partagées et le badge d'identification, lui, tend à disparaître dans les taxis et le danger n'est pas loin. Finances publiques en Kongsamba, la réunion du comité technique de suivi du budget d'investissement public pour le compte du 4e trimestre dans le département du Mungo vient de se tenir. Il ressort des assises que l'exécution des 167 projets retenus a connu de nombreuses difficultés. Cyril Djemba et Sandrine Babo. Ce sont au total 167 projets qui ont été financés à hauteur de 1 605 300 francs CFA par le budget d'investissement public dans la commune d'arrondissement de Konsamba 1er. Au cours des assises du comité du BIP pour le compte du 4e trimestre dans le département du Mungo, il ressort que l'exécution des différents projets connaît encore de nombreux manquements, notamment leur localisation et la lenteur dans la réalisation des travaux, toute chose qui ne permet pas toujours le décollage de cette localité. Nous lançons un plaidoyer pour la mise en place des banques de PME pour permettre aux Camerounais de réaliser ces ouvrages en qualité et en quantité suffisante pour le bien de tous les Camerounais. L'effondrement d'un ouvrage de franchissement dans l'arrondissement de Melon, l'arrêt des travaux du projet de réhabilitation des voiries dû à la fuite du prestataire a rallongé la liste noire. Les projets ont été répartis par catégorie, soit 77 à gestion communale, 86 à gestion départementale, 3 à gestion régionale et un projet à gestion centrale, tous réalisés à hauteur de 90%. Pour les chefs traditionnels, il est anormal qu'ils ne soient pas associés et informés des projets dont bénéficient les localités. Que l'État puisse nous donner un pouvoir de suivi des réalisations du BID dans nos cantons, dans nos régions. Parce que jusqu'à présent, c'est encore flou. Les autorités et les maires s'accaparent et ne nous informent pas. Un budget vient pour la construction, par exemple, d'un bâtiment administratif. On le demande pour le chef. Le maire et l'autorité décident seulement. Avec l'avènement du budget programme et l'avènement d'une nouvelle administration dans la chaîne du ministère des marchés publics, la commune d'arrondissement de Konsamba 1er n'entend pas rester en marge de la nouvelle donne. Actualité au-delà de nos frontières, en 2 escales. D'abord, un nouveau front se prépare au Mali depuis le sol nigérien. Niamey est devenu une nouvelle base arrière de l'intervention militaire au Mali. Dans le pays d'Idriss Déby, la nouvelle n'est pas bien accueillie par les populations. Des détails avec nos confrères de TVC Monde.
Au Niger, la guerre est dans tous les esprits, mélange de sentiments patriotiques et de peur. Au marché central de Niamey, le conflit malien ne fait pas forcément l'affaire des commerçants. Nous, on a peur. Le marché ne fonctionne pas. Les conflits ne sont jamais bons. Dans un pays où il y a une guerre, on ne peut pas voyager, tu ne peux pas faire des affaires. Niamey, ville autrefois paisible, vit désormais dans la peur d'un attentat. Depuis quelques jours, les contrôles ont été renforcés. Les patrouilles de police font le va-et-vient. Devant chaque bâtiment, une présence qui rassure, comme devant le lycée français La Fontaine, temporairement fermé. Dans la rue, pas un expatrié. Seules quelques Nigériennes se risquent encore à manger des brochettes devant le lycée. On a peur qu'ils débarquent ici et que ça soit la même chose qu'au Mali. Mais bon, on a confiance aussi à nos autorités. À quelques mètres d'ici, le maquis de Toulousain. C'est là qu'en janvier 2011, 2 jeunes Français ont été kidnappés par un commando islamiste avant de périr dans la course-poursuite menée contre leurs assaillants. Depuis le problème de janvier 2011, j'ai perdu beaucoup de clientèle maintenant, parce que ici c'était le lieu où fréquentait beaucoup les expatriés, mais maintenant les gens ne viennent plus. J'ai moins de clientèle maintenant. On pense toujours que ça peut toujours revenir un jour. Ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir. Mais ça, personne ne peut savoir. Dieu seul sait. Pour beaucoup, au Niger, la guerre contre les djihadistes a véritablement commencé il y a 2 ans. Je veux vivre, je veux profiter des miens. Ces mots sont les premiers prononcés par Florence Cassé à son arrivée en France. Moins de 24 heures après sa libération décidée par la Cour suprême du Mexique, la jeune femme de 38 ans a été accueillie par le ministre français des Affaires étrangères. Une fois encore, TVC Monde. 12h38, le vol Air France 439 Mexico-Paris vient d'atterrir sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À son bord, Florence Cassé. Ce qu'elle voit en premier de la France, c'est la neige et le froid, après 7 ans passés dans une prison du Mexique. Sur le tapis rouge où elle doit faire ses premiers pas sur le sol français, l'attend déjà son frère pour apporter la chaleur des retrouvailles. En un regard. Les premiers mots de Florence Cassé évoquent la liberté. Libre, je l'ai toujours été, dans ma tête. Toujours de l'espoir, toujours de la force et toujours la crainte de... Et si on me refusait encore cette fois-ci? Donc j'étais prête à tous les schémas, j'étais prête. Je crois que j'ai été innocentée. La Cour suprême a déclaré ma liberté immédiate et absolue. Profiter des siens et vivre, voilà son souhait le plus immédiat, confie-t-elle sur le tarmac. À ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour ainsi saluer tous ceux qui ont œuvré à sa libération en France et au Mexique. Pour son avocat, ce jour marque surtout la fin d'un combat. L'innocence, vous savez, quand vous êtes innocent, vous pouvez y croire, et un jour ou l'autre, ça triomphe. À présent, le chaos médiatique, après 7 ans privés de liberté, Florence Cassé va désormais devoir répondre toute la journée aux sollicitations des journalistes. Et du sport, football, Coupe d'Afrique des Nations édition 2013 en Afrique du Sud. Le Cap-Vert fait sensation. À sa deuxième sortie contre le Maroc, les Requins bleus ont fait match nul, marquant ainsi du même fait le tout premier but dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Des détails avec Jean-Paul Chouniat. Pour leur deuxième sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, les Requins bleus du Cap-Vert ont failli mordre à pleines dents les Lions de l'Atlas du Maroc. Les poulains du coach Lucio Antunes donnent le temps dès la 35e minute. Servi dans la profondeur par le Lillois Ryan Mendes, Platini, ici en image, devance le portier Nadir Lamiagri et d'un ballon piqué, marque le tout premier but de l'histoire de son pays dans cette compétition. Combatif et bien organisé tactiquement, les Requins bleus parviennent à contenir tous les assauts marocains sur leur défense. Le Cap-Vert tord sans rompre, mais cède à 12 minutes de la fin du match. Le staff technique du Cap-Vert s'arrache les cheveux au moment où, sur un centre de Barada, l'ancien Canet Youssef El Arabi, rentré à la pause, reprend le ballon du plat du pied et offre l'égalisation à son pays à la 78e minute. Le score en reste là et le Cap-Vert concède ainsi son deuxième nul dans ce tournoi. Déjà en match d'ouverture, les Requins bleus avaient tenu en échec un but partout les Bafana Bafana, l'équipe du pays hôte devant ses milliers de supporters. À égalité avec le Maroc, le Cap-Vert se classe deuxième du groupe A derrière l'Afrique du Sud, qui a dominé 2-0 l'Angola. Arrivé en véritable newcomer dans le tournoi, le Cap-Vert rêve déjà d'un quart de finale. Mais il faudra d'abord en découdre avec les Palancas grâce à la dernière journée des phases de poule.
Les requins bleus sont d'ailleurs très bien partis pour passer au second tour. Débarquant en anonyme dans les éliminatoires de la CAN 2013, les requins bleus du Cap-Vert ont croqué les lions indomptables du Cameroun au troisième et dernier tour qualificatif. La viande du lion paraît succulente pour les requins du Cap-Vert qui, à 1 micron, ont failli faire très mal cette fois aux lions de l'Atlas. Voilà, madame, monsieur, cap à présent dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, c'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Comme annoncé à l'entame de cette édition, nous marquons un retour sur ce mouvement d'humeur observé ce jeudi à la commune d'arrondissement de Douala 3e et par ricochet sur le malaise observé au sein des mairies du département du Vouri. Et pour en parler, nous recevons ce soir Ernest Ebongo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat départemental des travailleurs des communes du Vouri. Déjà, la première question pour planter le décor, ce mouvement d'humeur observé ce jour à la commune de Douala 3e, pourquoi est-ce que vous avez consenti à suspendre le mot d'ordre de grève? Oui, nous avons consenti à suspendre le mouvement de grève parce que monsieur le sous-préfet de Douala 3e s'est impliqué et a demandé que nos procédures administratives suivent, et cette procédure administrative sera suivie par la personne la plus indiquée pour les problèmes administratifs d'une collectivité, qui est le secrétaire général, qui va convoquer une réunion qui se tiendra lundi prochain avec l'inspecteur, les syndicats, les délégués du personnel et monsieur le maire. Est-ce que vous n'avez pas peur d'évoluer encore vers une autre rencontre, vers une autre concertation qui ne va pas donner grand-chose, parce qu'on en a multiplié depuis là, mais jusqu'ici, les résolutions ne sont pas suivies? Oui. Est-ce que vous avez la garantie que cette fois-ci, vous courez vers la résolution définitive des problèmes qui sont dénoncés au sein de la commune d'arrondissement de la 3e? Nous pouvons le croire parce que dès que la tutelle s'implique, parce que le représentant, monsieur le sous-préfet, peut directement en appeler à la tutelle qui s'impliquerait et qui amènerait monsieur le maire à respecter les résolutions d'un procès verbal qui a été signé à l'inspection il y a environ 5 mois. Qu'est-ce que vous revendiquez en fait? Nous revendiquons en fait les retards récurrents de paiement de salaire, l'appurement de la dette vis-à-vis de la CNPS, la non-convocation des commissions paritaires d'avancement. C'est autant de choses que vous revendiquez. Oui, exactement. Alors, aujourd'hui, est-ce que le malaise qu'on observe à la mairie de Douala 3e est exclusif? Est-ce que ce n'est pas le cas dans toutes les communes d'arrondissement du département du Vouri? Parce que vous êtes quand même à la tête d'un syndicat qui a une assise départementale. Oui, je peux dire que pour la commune de Douala 3e, ce problème est tellement récurrent que nous avons eu un premier procès verbal d'une réunion tripartite qui avait déjà ce point-là comme premier point et qui n'a jamais été respecté. Et c'est pour cela que, fort des 3 mois d'arriérés de salaire qu'il y a pour bon nombre des employés de la commune de Douala 3e, nous avons estimé utile d'aller au mouvement de grève. Mais 3 mois d'arriérés de salaire, c'est pas aussi, c'est pas beaucoup. Oui, le problème c'est que tout au long de... Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? C'est la récurrence, c'est la redondance du mépris des droits des employés au sein des communes d'arrondissement? C'est-à-dire, c'est la récurrence des retards de salaire, car le Code du travail autorise un retard de 8 jours. Quand ce retard commence à se répéter régulièrement, il met tellement les agents en difficulté que ceux qui sont les locataires des cités immobilières comme la SIC se retrouvent avec des pénalités et sont parfois poussés vers des procédures d'expulsion. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'autant de carences, à votre avis? Oui, ces carences découlent du fait que les priorités pour les maires ne sont pas souvent les salaires des agents. Il y a d'autres actions d'éclat qu'ils privilégient au détriment des salaires qui sont des charges fixes qu'on connaît et dont on doit
s'occuper régulièrement. Mais les chefs des exécutifs communaux opposent également le fait que les effectifs sont assez pléthoriques dans les mairies en termes de personnel. Est-ce que cette situation ne conduirait pas à autant de carences aujourd'hui? Par exemple, pour le cas de la mairie de Douala 1er, où on annoncerait, n'est-ce pas, la baisse des salaires. Oui, le problème des effectifs est un problème qui, je dirais, est un problème qui découle... Il y a beaucoup de personnel pour rien. Non, c'est votre sentiment? Non, il y a plein de choses que nous ne faisons pas. En Europe, en France, par exemple, une commune de 50 000 habitants a entre 850 et 1000 employés. C'est-à-dire 60 habitants pour un agent, entre 50 et 60 habitants pour un agent. Pour un travail précis dans tous les cas. Oui, pour un travail précis. Et vous pensez qu'on peut transposer ce cliché français pour le Cameroun, par exemple? Oui, c'est-à-dire si les collectivités travaillaient dans leur plénitude, il y aurait des effectifs assez conséquents. Et vous savez que la décentralisation est naissante dans notre pays. Oui, la décentralisation est là. Mais à titre d'exemple, je peux vous citer les effectifs de la commune de Douala, des services techniques, dans les années 55. Les employés des services techniques, les abattoirs, les routes, le service voirie, le ramassage des ordures, parce que ça n'existait pas, ça est venu en 69, les effectifs montaient à 655 agents à l'époque, dans les années 55. Est-ce qu'aujourd'hui, une des solutions pour que les conditions des employés des communes soient considérablement améliorées ne consisterait pas à réduire les effectifs? Je crois que la réduction des effectifs, oui, mais sauf si les communes n'auront plus à faire toutes leurs missions, parce que nous avons des tas de missions dont nous ne nous acquittons pas. Il y a par exemple le travail voirie qui a plusieurs secteurs, alors, plusieurs segments. Pour vous, la solution, c'est quoi? Pour nous, la solution, c'est que les collectivités s'équipent et que les collectivités définissent les postes de travail. Comme ça, les populations verraient qu'on s'occupe vraiment d'elles. Les bas-côtés qui sont encombrés parfois de détritus, parfois de poteaux électriques en bois abandonnés et tout ça là, on aurait à s'occuper valablement de tous ces problèmes. Merci Ernest Ebongo, vous êtes le président du syndicat départemental des travailleurs des communes du Vouri. Merci d'avoir accepté ce plateau. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. À demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.